Merci. Peut-être vous pouvez vous rapprocher parce que là, ça, voilà. Voilà, comme ça, Stéphanie se mettra au milieu. Alors, effectivement, on va parler de télétravail aujourd'hui, maintenant. Source d'innovation managériale, le télétravail, on l'a tous, sans exception, subi. Parce que ça n'a pas été choisi. On va voir que certaines entreprises avaient déjà anticipé des accords de télétravail bien avant le Covid. On va voir si elles s'en ont mieux sorti que les autres. Je vous présente un petit peu nos intervenants. Alors, Michel Niesborala, vous êtes coordinateur médico-technique chez Prévali. Donc, Prévali, c'est la fusion d'Astia et de Samsi, voilà. On va vous trouver un micro voilà, à côté. Stéphane May, donc on ne vous présente plus, vous êtes le directeur général de Continental Automotive France. Merci d'être avec nous. Stéphanie Rigal, responsable RH d'Harmonie Mutuelle. Et Nadine, alors est-ce que Nadine, vous m'entendez? Nadine Yachouchi, qui est la directrice de l'entité Microsoft 365. Oui, en tout cas, elle va nous rejoindre, c'est en cours. Alors, je disais, cette crise Covid nous a tous obligés à télétravailler. Je vais me tourner vers vous, docteur, pour commencer. Ce que vous me disiez quand on préparait ce rendez-vous, c'est que, en fait, ce qu'on a vécu en matière de télétravail ces derniers mois, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas vivre. C'est un peu le contre-exemple de ce qu'il fallait faire parce que ça nous est tombé dessus d'un coup. Oui, il y a eu un principe un principe d'obligation et donc pour répondre aux injonctions de l'État pour réagir face à la crise. Et donc tout s'est fait dans l'urgence, sans trop de négociations et parfois sans avoir pensé où est-ce que mon salarié va se mettre, est-ce qu'il n'aura pas les enfants qui vont courir. On a tous fait du Zoom ou du Teams avec un RH ou un chef d'entreprise avec ses enfants qui venaient dire coucou à la caméra. Enfin voilà, il y a eu des problèmes de matériel, il y a eu des problèmes de réseau, enfin voilà, et d'adaptation. Et tout ça, c'est tombé sur des salariés et des managers qui n'étaient pas du tout préparés à la chose. Certains salariés ont très bien vécu, mais certains se sont sentis isolés tout à l'heure. Donc je pense que le sondage est très, très intéressant parce qu'en tant que médecin du travail, on a les mêmes retours des salariés. On voit bien qu'au bout d'un an de télétravail, ils aspirent qu'à une chose, c'est retrouver les collègues, le café, la discussion, la convivialité qui existe et la socialisation qu'il y a autour du travail. Et les managers se sont pris ça un peu dans les dents avec la nécessité de continuer à faire produire, d'animer l'équipe, de faire en sorte qu'un collectif subsiste et que les gens ne se sentent pas trop isolés, ni trop fliqués si on demande trop souvent ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont fait. Donc il y a vraiment eu des remises en cause, je dirais, des pratiques managériales au travers du télétravail, quoi. Donc on va voir si cette remise en cause, on peut la qualifier d'innovation managériale. On en parlera. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein parce qu'en fait, d'innovation, d'adaptation. L'adaptation. Et la principale, c'est peut-être la confiance qu'il a fallu accorder à ses salariés à distance. Alors c'est vous qui dites que la confiance est une innovation, hein, mais je vous laisse... Peut-être qu'elle avait un peu disparu. Oui, c'est sûr que ce qui est certain, c'est que ça a interrogé le contrôle. Ça a remis en cause l'espace et le temps de travail. C'est une révolution majeure, je dirais. Et on voit bien que les salariés, comme le disait l'intervenant précédent, sont plutôt demandeurs d'une poursuite du télétravail à de répartition 2 jours, 3 jours. On a à peu près les mêmes retours au travers de sondages faits par l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Donc, les résultats sont vraiment concordants. Et oui, donc quand le salarié n'est pas sous les yeux du manager, comment il peut faire pour savoir s'il a fait son boulot ou pas? Voilà. Et donc il y a vraiment une problématique de contrôle, ne serait-ce que de temps de travail et puis après d'atteindre des objectifs. Et donc tout ça a conduit à innover. Et il y a eu plein de choses merveilleuses qui ont été faites, hein, je dirais, dans l'urgence et dans la douleur des fois, mais ça a innové de tous les côtés. Alors, ce que vous l'avez dit, hein, ceux qui ont été aussi soumis et contraints par ce télétravail, ce sont les managers, parce qu'on n'anime évidemment pas une équipe à distance comme on l'anime en présentiel. Donc, eux aussi, ils ont été soumis à une pression peut-être supérieure à celle des collaborateurs. Les fameux sondages de l'ANAC dont je vous parle montrent qu'il y a beaucoup de managers qui se sont sentis en difficulté, hein, avec plus ou moins de répercussions sur leur santé, mais au moins, voilà, ils n'étaient pas préparés, ils n'ont pas été formés au management à distance. Hein, donc on a vu émerger des formations au management à distance.
sur l'accompagnement, et donc ils se sont retrouvés parfois déstabilisés et en difficulté. Et on voit d'ailleurs que beaucoup ont mis en place des entretiens individuels de suivi hebdomadaire au début, et puis ça s'est un peu perdu. Enfin, donc, et on a le retour des salariés qui disent au début ils faisaient un peu attention à nous, mais maintenant ils nous demandent plus si ça va, quoi. Enfin, donc je pense qu'il y a une vraie transformation. Et là encore, c'est le manager qui est responsable du suivi de ses équipes, du respect des horaires, du respect des objectifs. Et, je pense qu'il y a certaines formes de leadership qui sont liées à la présence, à l'exemple, au fait d'avoir les salariés face à soi et de visu. Et on voit bien que certains managers qui ont plutôt cette forme de leadership ont été particulièrement déstabilisés. Alors justement, ils vont manager différemment de demain. Vous disiez, voilà, il va falloir mettre en place peut-être des outils. On parlera de la place des outils avec Stéphane May. Est-ce que c'est aussi une surcharge de travail pour les managers qui vont devoir peut-être réaliser davantage de contrôles qu'avant? Avant, un contrôle visuel suffisait. Là, il faut peut-être, vous le disiez, créer des points de passage une fois dans la semaine avec ses collaborateurs. Je pense que ça demande du temps, effectivement, parce que ce qu'on faisait avant, en se levant de son bureau et en allant à la porte d'à côté pour dire tiens, est-ce que tu peux faire ça, et s'expliquer rapidement, là, ça va obliger un formalisme. Et après, ça va poser la question de comment le salarié va recevoir, parce qu'il va falloir faire attention à la façon dont on rédige le mail. Donc, il va falloir réfléchir, on va passer du temps. Et donc, je pense que ça va manger pas mal de temps. Et après, il va y avoir la question, alors peut-être que la conjonction télétravail présentiel et le panachage permettra de diminuer ces difficultés et sera favorable, je pense, à l'animation, à la vie du collectif. Donc le fait de ménager des temps de présentiel collectif sera certainement favorable et pourra aider les managers, donc, dans la mesure où les salariés ne seront que 2 jours ou 3 jours par semaine en télétravail. Alors vous suivez beaucoup de salariés, notamment dans le secteur spatial, en tant que médecin du travail. La keynote d'avant nous a dit qu'effectivement les salariés étaient demandeurs de télétravail pour que le mouvement se poursuive, 1, 2, 3 jours peut-être. Est-ce que aujourd'hui les entreprises vont rentrer dans une nouvelle phase où on va mieux organiser, mieux préparer, mieux négocier cette façon de travailler ? Je suis pas, j'ai pas la boule de cristal, mais je ne peux que le souhaiter parce que je pense que c'est une demande des salariés. Donc la grande majorité demande du fractionnement entre télétravail et présentiel. Il y a une certaine fraction des salariés qui demanderaient à être en télétravail en permanence. Voilà. Ça existe. Oui. Dans les sondages ANAC, c'est en gros 2 tiers, 1 tiers. D'accord. Donc il y a quand même, c'est pas négligeable. Voilà. Donc et ensuite, il y a des salariés plutôt dans les jeunes générations qui demandent à exploser les barrières, et en particulier du temps de travail. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes avec qui on discute et qu'ils aimeraient bien amener les enfants à l'école, se mettre au travail, puis s'arrêter, aller faire un jogging ou du sport, puis revenir faire un peu de travail. Fragmenté en fait la journée. Mais ça, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, dans les règles du contrôle du temps de travail, code du travail, n'est pas envisageable. Je pense qu'il va y avoir une revendication et une remise en cause d'un précepte très fort de la réglementation du travail, voilà, qui est l'unicité du temps et de l'espace, quoi. Alors avec vous, Stéphane May, vous êtes le directeur général de Continental Automotive France. On va prendre un exemple très concret d'une entreprise industrielle. Alors peut-être pour fixer les idées, votre entreprise, combien de collaborateurs ? Ici en région Occitanie, 1500 grosso modo, un peu plus. Sur le plan national, 6000 répartis sur l'ensemble du territoire. Sur toute la France. Alors comment une entreprise industrielle comme Continental a vécu ce passage au télétravail? Et puis après, on va voir si c'est le télétravail une source d'innovation managériale ensemble. Absolument. Comment on a vécu donc cette période imposée par la situation, le contexte tout simplement. Bien sûr, ça nous est tombé sur le coin de la figure comme tout le monde. Je pense que tout d'abord, ça a été une école d'humilité pour nous tous. Là où je pense qu'on a eu un peu de chance, mais comme on dit en allemand, je suis de nationalité allemande, la chance est avec ceux qui travaillent.
On avait introduit le télétravail en 2012. On avait d'abord commencé avec une journée. Elle était fixée, c'était le mardi. Ensuite, on a élargi à 2 jours. Là aussi, journée fixée. Puis on s'est dit, pourquoi on fixe les jours? Au fond, on peut très bien laisser le choix à chaque service de s'organiser comme il l'entend. Et je pense que c'est ça qui nous a énormément aidé dans la mesure où les mentalités, qui sont la plupart du temps le plus difficile à changer, à faire évoluer, étaient prêts à passer, donc à basculer massivement en télétravail quasiment du jour au lendemain. Alors, ce que vous me disiez quand on préparait cette table ronde, c'est on est trop porté sur les outils. On a souvent confondu Covid et télétravail. On a lié les deux, bon, par la force des choses. Mais en fait, le télétravail va survivre à cette crise Covid. Et on a mis en place beaucoup d'outils, beaucoup de procédures qui peuvent être aussi un frein dans les organisations. Absolument, je mets en garde dans mon entreprise, mais je lance le débat, même si on a une éminente représentante d'un fournisseur d'outils mondial Microsoft, avec nous, ouais. exactement. Et heureusement qu'on a eu Teams. Je pense qu'on peut rendre hommage à l'entreprise pour la robustesse de l'outil. Cela dit, l'outil, c'est toujours et à chaque fois juste le moyen de. Ce qui est plus important à mes yeux, à nos yeux au sein de Continental, c'est la manière de laquelle on utilise les outils. Il faut toujours avoir à l'esprit que les outils sont au service de l'homme et pas le contraire. Pas le contraire. Exactement. Alors du coup, la place de la confiance qu'on a évoquée avec le docteur il y a un instant, est-ce que le rapport à la confiance a changé avec cette façon de télétravailler? Totalement. J'étais frappé combien de fois dans l'introduction, là, on a utilisé le mot de contrôle. Je pense que c'est un mot qui est totalement désuet, totalement dépassé. On l'a vu avec l'intervenant précédent, avec sa keynote. Qu'est-ce qu'on veut contrôler? Quelle illusion veut-on se donner quand on dit oui, j'ai contrôlé si telle ou telle mission, telle ou telle tâche a été effectuée? C'est un non-sens complet. C'est donc la confiance envers le salarié qui comprend parfaitement bien sa mission. Et je le dis très souvent, puisque je pense qu'on oublie quand on arrive le matin dans l'entreprise, et il ne faut pas le faire justement, que ces gens, ils votent. Ils élèvent leurs enfants, ils s'occupent de membres de leur famille, ils le font en totale responsabilité. Donc pourquoi ils changeraient quand ils passent le seuil de l'entreprise ou quand ils sont en télétravail? C'est un non-sens. Et du coup, ça veut dire que c'est quoi? C'est le logiciel intellectuel des managers et des dirigeants d'entreprise qu'il faut faire évoluer? Je pense que la valeur d'exemple est très nécessaire. Donc ça commence par un comité de direction qui véhicule ces messages, qui les incarne. Et qui est prêt à justement lâcher du lest dans le contrôle et plutôt orienté vers la mission que l'on veut. On l'a vu là aussi sur la keynote précédente, et je résiste pas à l'envie de le comparer parce qu'on a l'impression que c'est tout nouveau parce qu'on a des outils, Google Meet, Google Trends, etc., qui permettent de le mesurer en termes empiriques aujourd'hui. Ce dont a parlé le monsieur, c'est la théorie de Hatzbach qui date de 1959, puisque Hatzbach avait 2 groupes de motivateurs, les facteurs d'hygiène, ça c'est le salaire, l'ambiance au travail, etc. Et c'est très important, mais c'est un prérequis. Et après, il y a les facteurs intrinsèques qui sont les motivateurs, qui sont justement l'évolution de carrière, le sens, la capacité de se réaliser à son travail. On a tous envie de compter. Il y a une autre étude de McKinsey qui est parue au mois de mai, je pense, qui a essayé, pareil, par l'empirie, d'analyser ce qui s'est passé lors de cette crise de pandémie. Et ce qui est tout à fait en haut du tableau de la part des salariés, c'est
sense of belonging, donc le sentiment d'appartenance, appartenir à Un groupe. collectif, un groupe qui a envie d'avancer ensemble. Valued by manager, donc la valorisation par celui avec qui on interagit le plus, c'est-à-dire le chef. Et valued by organization, c'est-à-dire ce que fait le groupe dans lequel on se trouve avec une mission bien définie qui retrouve un écho au sein de l'entreprise dans son ensemble. Et donc, ce sont, on le voit, pas du tout des facteurs qui ont trait à, je sens vouloir tomber dans le cliché, le baby-foot au milieu du bureau ou autre. Ce sont des critères qui sont sympas, hein, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui stimule les neurones de nos salariés. Et pour ce faire, il faut commencer par les prendre au sérieux, accepter leur autonomie et arrêter le contrôle. Voilà. Arrêter le contrôle, c'est aussi la façon de manager. On va remettre les objectifs comme le but ultime, pas forcément les contrôler, mais savoir si à M+4 ou 5, l'objectif qu'on avait fixé à un collaborateur a été atteint et lui laisser l'autonomie pour y arriver. Oui, enfin, nous avons chez Continental arrêté de fixer des objectifs à un collaborateur individuel il y a 1 an ou 2 maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que ça génère beaucoup de pertes au feu, comme on dit, dans la mesure où, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a des études qui ont été faites sur la sociologie au travail qui démontrent très clairement que les résultats de notre action individuelle dépendent à 90% des résultats ou du répondant, ou enfin des actions des autres. Et donc, on est forcément, quand on est en entreprise, dans un collectif. Et donc, le fait que de mettre le collectif et donc les résultats collectifs en avant permet de se concentrer sur les objectifs et pas sur le contrôle. Par rapport à ça, en plus, ce qu'il faut avoir en tête, et là c'est plus de la philosophie, c'est le Menschenbild, comme dirait Immanuel Kant, donc la représentation qu'on se fait de l'homme qui doit changer. L'homme est profondément bon. Et quand je dis homme, c'est avec un grand H, c'est les femmes et les hommes, bien entendu. Bien entendu. Si au bout de 4-5 mois ou au bout de 2 ans, on n'a pas atteint un résultat par rapport à un objectif donné, est-ce que c'est la faute de telle ou telle personne? C'est toujours la faute à un manque d'organisation et une difficulté d'avoir su bien organiser la structure pour que l'objectif devienne atteignable. Donc, c'est toujours un échec collectif. Voilà. Est-ce qu'il y aura un retour en arrière, ou est-ce qu'avec l'effet Covid et puis le télétravail un petit peu imposé puis qui s'est généralisé, aujourd'hui on peut revenir en arrière et dire aux salariés, vous avez télétravaillé pendant 12 mois, 18 mois, maintenant c'est fini, vous revenez. Est-ce que les entreprises pourront se passer d'accords de télétravail ou pas ? À mon humble avis, absolument pas. Il y aura des accords de télétravail, encore une fois, vu de ma fenêtre. Ce qui est très intéressant, là aussi, c'était apparu dans la keynote précédente, il y a des gens qui n'ont pas envie de télétravailler. Donc, il faut laisser le choix aux deux. Je suis totalement d'accord avec vous. Des entreprises qui télétravaillent 5 jours par semaine, il y en a, et OK, très bien. Moi, personnellement, ce n'est pas le modèle que je défends. Je pense qu'un bon mix qui laisse de l'autonomie et qui permette à tout un chacun, le jour où il en a envie, besoin de se concentrer sur une tâche de fond qui nécessite tout simplement un peu de concentration et voire même, du calme, ouais. Il restera à la maison ou pas, parce que peut-être qu'il a les enfants à la maison. Il a les enfants. Il ira peut-être dans un espace de coworking. Ça dépend tellement de chaque cas et ça confirme que la première des choses, c'est l'autonomie des salariés. Ils savent s'organiser, ils n'ont pas besoin de leur manager pour le faire. Alors tout à l'heure, on reviendra sur la question de la performance. Est-ce que c'est un levier de performance aussi, le télétravail? Alors Nadine Yachouchi, vous êtes avec nous, ravi de vous avoir en visio. On aurait préféré vous avoir avec nous physiquement, mais c'est déjà bien de pouvoir se parler.
grâce à des outils Microsoft, peut-être. Vous êtes la directrice de l'entité Microsoft 365. Alors, Stéphane May, le patron de Continental Automotive, parlait des outils, justement. Alors, on a tous été obligés de se familiariser très rapidement avec des outils, et notamment avec Teams, qui est l'outil phare de Microsoft pour travailler en collaboratif et à distance. Un mot peut-être sur les chiffres qui sont assez impressionnants sur le nombre d'utilisateurs de Teams qui a littéralement explosé. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, comme Stéphane le disait, et pour d'autres entreprises, nous avons massivement accompagné nos clients et partenaires à l'adoption de Teams durant le confinement. En mars 2020, nous étions à 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde et nous avons doublé ces chiffres au bout de 2 mois et aujourd'hui, nous sommes à 145 millions, donc vraiment Fois x7 7. depuis 18 Ouais. mois. Exactement. Très bien. Et alors, du coup, ça a été un déploiement dans la rapidité, on a bien vu. Est-ce que ça a été dans la douleur ou est-ce que l'outil est tellement ergonomique que tout le monde a pu s'y faire? Alors, euh, l'outil est très personnalisable pour pouvoir s'adapter en fait aux besoins de tous et être sûr d'être inclusif et accessible à chacun des besoins de grandes entreprises comme des petites, du secteur public, du secteur des services et même de l'éducation. Donc forcément, il nécessite une certaine prise en main pour pouvoir l'adapter et le personnaliser voilà, aux besoins de chaque entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant la crise, on a vu effectivement en mars 2020, on a vu vraiment une adoption à 2 vitesses. Je dois vous dire que beaucoup déjà d'entreprises françaises avaient déjà acheté l'outil. Donc, il ne s'agissait que du déploiement et donc tant mieux, parce qu'il y a un certain sujet d'infrastructure derrière. On ne va pas se mentir, les entreprises qui avaient déjà adopté l'outil et qui étaient en mesure de l'utiliser même de manière très simple ont vu, je vois des grands groupes comme Fnac Darty et autres, ont eu une prise en main rapide. En moins de 5 jours, tous leurs employés étaient passés en télétravail. Et effectivement, pour les entreprises qui ont dû prendre cette mise en main, voilà, ils ont aussi beaucoup subi le télétravail puisqu'il a fallu déjà comprendre les outils, mais je pense que le panel le disait bien, ce n'est pas une question d'outils, après, c'est une question d'humain derrière, de comment on les utilise, et c'est ça qui prend vraiment le plus de temps. Oui, justement, comment vous réfléchissez chez Microsoft pour évidemment fournir un outil qui fonctionne très bien, mais aussi passer d'un management du présentiel à un management à distance? Est-ce qu'il y a du conseil RH qui est dispensé, ou en tout cas, est-ce que quand vous déployez votre outil techniquement, vous réfléchissez à la façon dont il va servir au manager à animer ses équipes? Alors oui, on a 3 types d'accompagnement. D'abord, un accompagnement direct via des équipes Microsoft qui sont dédiées pour nos grands comptes un peu partout en France. Et là-dessus, j'allais dire, il y a une toute petite partie technique, mais on a un énorme accompagnement humain avec de la conduite de changement, des processus ProSci pour ceux qui les connaissent très bien, et puis un vrai accompagnement des directions RH dont on voit de plus en plus se développer l'appétence technique, justement pour mieux les prendre en main. On a un accompagnement via nos partenaires, des partenaires qui sont vraiment des pros du change et de l'accompagnement RH. Et puis, on a un accompagnement beaucoup plus tech, qui sont des briques comme par exemple Viva, qui sont des briques qu'on appelle d'expérience collaborateur, qui permettent justement de simplifier la vie du manager et du collaborateur. Pour n'en citer qu'une ou deux, nous avons Viva Insight, qui est un module qui se bloque dans Teams, qui vous permet par exemple de voir avec un peu d'intelligence artificielle, voilà, est-ce que vous avez bien préservé des temps de concentration pour travailler, qui désactive vos notifications pour être capable de préserver votre bien-être et vos temps de réunion. Même des outils qui vous permettent de dire, ben voilà, pendant les différentes réunions, à 30%, en fait, tu étais en train de multitasker, c'est pas super bon. Donc voilà, et des petits conseils, en fait, pour s'améliorer. Et ces conseils sont aussi valables pour les managers
Par exemple, on peut dire, ben voilà, en fait, toi en tant que manager, tu n'as pas assez, voilà, tu ne t'es pas posé en réunion seul à seul avec un collaborateur, ça fait plus d'une semaine ou plus de 15 jours. Est-ce que tu veux qu'on reprenne un rendez-vous avec lui pour à s'assurer de savoir, voilà, s'il va bien, si tout se passe bien pour lui. Ah oui, c'est un vrai assistant Exactement. d'accompagnement. Alors tout à l'heure, le docteur Nies Bourala évoquait la demande des salariés sur travailler, s'arrêter dans la journée plusieurs fois. C'est compliqué à faire à distance, notamment avec les horaires légaux de travail. Vous me parliez, quand on préparait de ce rendez-vous, d'horaires fixes à variables, synchrone, asynchrone. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, tout d'abord, je suis encore une fois très en ligne avec ce qui a été discuté aujourd'hui pour des questions de rétention de talent, même de fatigue. Voilà, on doit changer nos habitudes de travail. Et d'un point de vue collaborateur, mais d'un point de vue aussi managérial pour pouvoir les accompagner. Euh, Si vous transposez la manière dont on travaille dans le monde physique au monde digital, au monde numérique, en fait, ce n'est pas pérenne pour la santé mentale de nos employés. Je vous donne un exemple. Euh, quand vous êtes interrompu sur site par un collègue qui a envie de prendre un café, c'est sympa, ça vous arrive 3, 4 fois et du coup, ça vous permet de créer du lien. Si vous transposez cette habitude dans le monde numérique et que vous devez vous arrêter à chaque fois que quelqu'un vous ping, en fait, vous avez une usure de toutes ces notifications qui arrivent. Et donc, de la même manière, en fait, pourquoi on est très disponible sur le site, quand on travaille sur site, c'est parce que on arrive à 8, 9 heures, on repart vers 18 heures, et du coup, la journée s'arrête à ce moment-là. Si vous devez être disponible sur une plateforme numérique, ça ne s'arrête pas. Et du coup, vous pouvez arriver très très vite à cette fatigue et à ce côté éreintant. Et donc, de ce constat, il faut se réinventer dans ce nouveau monde qu'on appelle hybride où on est sur des sujets. Et typiquement, il faut accompagner nos managers à changer leurs habitudes. Par exemple, il faut arrêter de se dire que dans un monde flexible, on va travailler à horaire fixe. Et on assimile beaucoup la collaboration à un concept que nous, chez Microsoft, voilà, on promeut de plus en plus, qui est la collaboration synchrone versus de la collaboration asynchrone. Souvent, on associe la collaboration à, bah, tiens, on est en réunion, ou par exemple, aujourd'hui, par exemple, on se parle. De la collaboration synchrone, c'est ce qu'on appelle de l'instantané. Et en fait, Gartner nous dit que, voilà, pour avoir de l'innovation dans une entreprise, cette innovation se repose quand même à 49% sur de la collaboration asynchrone, c'est-à-dire, comme nous l'avons fait Gilles et moi, comment on prépare des temps ou comment on réfléchit seul pour mieux collaborer ensuite et du coup aller nourrir cette réflexion et cette collaboration. Aujourd'hui, du coup, le manager qui avant devait animer une équipe de manière voilà, sur site en collaboration qu'on dit synchrone. Aujourd'hui, c'est comment il l'anime dans ce mode hybride en collaboration asynchrone. Par exemple, son rôle pourrait être peut-être alors je vais vous parler de mes outils forcément, Bien sûr. mais de commencer peut-être une structure dans un document Word parce qu'on a un projet à écrire en disant, bah voilà, je vous écris le titre des chapitres, j'envoie un petit Teams et puis du coup, n'hésitez pas à remplir chacun. Et une fois qu'on aura fini ce document, c'est là où on se verra pour une réunion pour en discuter. Et du coup, on change un peu ce paradigme. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait besoin de se trouver un temps commun pour travailler. Maintenant, grâce à cette façon de travailler en collaboration asynchrone et en la préservant, cela permet à chacun, comme on le disait, de pouvoir se connecter après avoir déposé les enfants ou après être allé faire sa séance de sport et de travailler dans les conditions qui lui permettent de travailler le mieux. C'est assez passionnant ce que vous nous dites, Nadine. Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de travailler synchrone à synchrone, c'est-à-dire que quand on se retrouve, on est en fait plus efficace que les réunions à la française qu'on a pu pratiquer par le passé? Totalement d'accord. Donc, très bonne remarque et très bon modèle que je comparerai là aussi avec des outils qu'on a
peut-être pour certains d'entre nous pratiqué. On connaît tous les brainstorming, les post-it, etc. C'est du présentiel, c'est du synchrone. Ce qui vient d'être déployé ou décrit, c'est une technologie ou une méthodologie qui s'appelle scénario Delphes, donc selon l'oracle de Delphes, où en fait quelqu'un commence à écrire un scénario tel qu'il l'imagine sur une problématique et il l'envoie aux collègues, à l'expert d'à côté, et chacun l'enrichit par la suite, et là c'est du asynchrone. Donc on réinvente avec le numérique des choses qu'on connaissait auparavant sous différentes formes, mais qui sont aujourd'hui multipliées et rendues beaucoup plus puissants grâce au numérique. Ah, très bien. On reviendra, Nadine, vous n'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir à n'importe quel moment, vous faites un petit signe et puis évidemment on vous passe la parole. Bon, on parlera de l'empathie tout à l'heure et de son rôle important quand on est à distance. Alors Stéphanie Rigal, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la REF Toulouse. Vous êtes la RRH, responsable ressources humaines d'Harmonie Mutuelle. Un mot sur Harmonie, combien vous avez basculé de salariés en télétravail Alors, Harmonie Mutuelle, c'est 5000 collaborateurs répartis sur tout le territoire. On avait déjà en fait initié un accord télétravail en 2017, mais un accord plutôt expérimental sur certaines fonctions uniquement, puisque on estimait qu'il y avait certaines fonctions qui n'étaient pas télétravaillables. Et puis Covid est passé par là, a un peu bousculé la machine, et on a dû mettre tout le monde en télétravail, et on a réussi à mettre 90% de nos collaborateurs en télétravail. Donc en fait, 90% étaient télétravaillables. Mais en fait, oui, parce que des fonctions qu'on ne pensait pas télétravaillables sont devenues en fait télétravaillables. Donc ça a été déjà la grande révolution. Et puis on a pu aussi, on a équipé certains collaborateurs. On n'a pas pu équiper les 5000 collaborateurs d'un coup en 3 semaines d'ordinateurs. On a des services informatiques qui ont fait un travail absolument fabuleux, puisqu'ils ont pu mettre un bureau virtuel à disposition de tous les collaborateurs qui pouvaient en fait se connecter de leurs ordinateurs personnels sur l'espace de travail Harmonie Mutuelle. Donc on n'était finalement pas au bureau. En fait, tout le monde était presque au bureau, et du coup, on a pu, tout le monde a pu télétravailler, mis à part quelques cas particuliers, les zones blanches par exemple ou autres, mais on a pu mettre 90% de nos collaborateurs en télétravail au moment de Covid. Alors ça a été une grande révolution, hein, puis j'entendais les changements managériaux et autres, c'est sûr, hein, et ça n'a pas été préparé, il n'y a pas eu de préparation, et du jour au lendemain, on a des managers qui sont passés d'un management avec une équipe sur place, tous ensemble, très terrain, à du distanciel. Donc les marques sautent, les repères sautent, donc c'est un peu compliqué. On a mis 3 semaines à peu près à lancer vraiment le télétravail chez Harmonie Mutuelle. Aujourd'hui, on est toujours en télétravail. Vous êtes à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à peu près à 50% de temps. 50% des salariés sont en télétravail ? Non, on est 50% du temps ? 50% du temps, encore en télétravail. On est en cours de renégociation d'un nouvel accord de télétravail, puisque le premier était assez expérimental. Donc là, je pense qu'on va rester sur un mode hybride, parce que tout le monde s'y retrouve quand même un peu dans le télétravail. Alors, il faut que ça reste volontaire. C'est-à-dire qu'on a aussi... voilà. S'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire du télétravail, elles ne le font pas. Elles reviennent sur site, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, la personne qui est volontaire à le faire, c'est un vrai bénéfice pour elle. Hein. Les temps de trajet, on n'a pas les personnes dans les transports en commun, il y a moins de stress, organisation, vie privée, vie pro. Donc voilà, c'est un bénéfice. Et puis... les managers ont dû également revoir aussi leur façon de manager. Un manager qui était, on va dire, peut-être dans le contrôle, avec le télétravail, le contrôle est beaucoup plus compliqué. On revient sur la confiance. On revient sur la confiance, on parle d'autonomie, de responsabilisation. C'est un autre mode de management. Et c'est vrai que les managers chez nous, ils n'étaient pas préparés. Et alors, du coup, service RH, vous leur avez donné des outils, vous les avez formés, acculturés.
On a fait des formations de management à distance. Donc oui, on a eu des outils. Donc Teams fait partie intégrante des outils chez Harmonie Mutuelle. Enfin, on ne peut pas ne pas travailler sans Teams aujourd'hui, très sincèrement. Donc voilà, après, on a créé en fait des espaces managers où il y a des tutos, des kits d'animation aussi, d'animation de réunions à distance. Parce que on n'anime pas une réunion en présentiel comme on anime une réunion à distance. C'est réussir à créer du lien tout en gardant la distance et ne pas le perdre. Donc voilà, on a essayé de mettre tout ça en place. Bon, on y est encore, on le travaille, on n'est pas encore complètement arrivé au bout. Et puis, il y a tellement de choses qui vont arriver que, voilà, il va falloir s'adapter. Mais oui, c'est une révolution. Comment on garde une dynamique d'équipe? Je pense aux managers en particulier. Comment on garde l'esprit d'équipe? Parce que quand on est au bureau, on se voit, on déjeune ensemble, on prend un café. Tout ce non professionnel, mais qui l'est quand même malgré tout, a un peu disparu. Comment on garde cet esprit d'équipe? Alors, il a un peu disparu. Maintenant, après, on a fait des Teams Café. Voilà, avec les équipes aussi, le temps de prendre un café tous ensemble à travers un écran. Donc voilà, on a appelé ça les Teams Café. Bon, Oui. voilà. Après, on a quand même intégré dans les accords, on a demandé à ce qu'il y ait au moins une journée sur site pour justement garder le lien, travailler ensemble. Le moment synchrone, ça. Oui, voilà, tout à fait. Et refaire en fait du travail collaboratif. Parce qu'en fait, le collaborateur qui veut faire du télétravail, quand il vient sur le site, il faut qu'il trouve autre chose que ce qu'il fait déjà chez lui. Il ne vient pas pour faire la même chose. Donc en fait, le manager, il faut aussi qu'il réfléchisse à réorganiser finalement le travail dans les équipes et créer des lieux de vie. Je l'entendais tout à l'heure. C'est une autre façon de venir travailler et il faut essayer d'aller susciter cet intérêt-là aussi. En fait, ce que vous nous dites, c'est que le télétravail force à mieux préparer le jour où on est présent sur site. Oui, un peu. On est plus dans l'anticipation. L'anticipation et essayer de trouver. On travaille beaucoup de collaboratifs aussi chez Harmonie Mutuelle. C'est une façon de travailler chez nous. Et c'est garder ces temps-là sur le présentiel, en fait. Essayer de les garder surtout là. Nadine, ce que vous me disiez quand on préparait ce rendez-vous, c'est que quand on est en télétravail, on construit son propre agenda de sa journée, on a ses objectifs et puis on se les fixe. Mais en revanche, quand on est sur site, on est très efficace parce qu'on y est peut-être moins de fois qu'auparavant. Donc c'est aussi un gain d'efficacité, le télétravail. Je pense, j'en suis convaincue. Je pense que je reprends ce que vous disiez sur cette quête de sens quand on vient au travail, elle est très importante. Moi, j'ai eu un collaborateur qui était en congé maternité pour info et qui a été absente pendant très très longtemps. Donc finalement, toute cette partie de télétravail, quand elle est rentrée là en septembre et qu'on revenait sur site, elle avait encore l'esprit de on vient comme avant. Donc pour la petite anecdote, donc elle est arrivée. Elle n'a pas compris, il y avait déjà la moitié des personnes qui n'étaient pas là. Et ensuite, elle s'est connectée dans ce qu'on appelle un tunnel Teams, parce que nous aussi, on peut faire ça toute la journée. Elle a vu personne pour le déjeuner, elle est repartie. Elle a eu 2 heures d'embouteillage. Elle n'a pas compris en fait pourquoi elle était venue sur site. Et du coup, je pense que le scénario catastrophe que personne ne veut vivre, c'est on a eu du mal à s'habituer à un passage de télétravail et à adopter des outils en télétravail et justement, on a manqué ce lien humain, mais on a quand même gagné vachement en efficacité sur des fonctions finalement qui peuvent être très productives quand on est à distance parce qu'on enlève tous les points de friction, par exemple, le temps de trouver une salle de réunion, le temps de se connecter, on connaît l'agenda, tout le monde là. Mais par contre, on ne veut pas revenir sur site pour revenir, j'allais dire, pour revivre tous les désavantages d'être sur site sans les avantages du télétravail. Et donc, je pense que pardon. Allez-y, Nadine. Non, cette quête de sens est très importante et du coup, effectivement, c'est comment on est à la fois plus intentionnel dans les tâches que l'on veut faire en télétravail. Typiquement, nous, on appelle ça des tâches, alors on utilise l'anglicisme run, R-U-N, qui nous parle en fait de ces tâches très quotidiennes dans notre travail où on a besoin d'être super efficace. On connaît exactement l'agenda, il n'y a pas trop de créativité, c'est beaucoup plus très routinier. Du coup, là, on veut vraiment optimiser notre temps.
versus des moments où on veut vraiment avoir du lien, c'est-à-dire c'est pas juste faire une réunion, c'est s'assurer d'avoir un déjeuner avec un collègue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc. Ou des tâches de brainstorming, de co-créativité. Là, on a envie d'aller sur site pour que voilà, pour qu'on puisse co-créer ensemble. Stéphane, mais je reviens sur la notion de performance. Est-ce que du coup on est plus efficace avec le télétravail parce que ça oblige tout le monde, même les salariés collaborateurs qui n'étaient pas organisés, à le devenir? Il y a sans doute un peu de ça dans la mesure où déjà ce télétravail imposé à cause du contexte a forcé tout le monde, les dirigeants, les managers, les collaborateurs à s'interroger sur leur manière de travailler, comment ils pouvaient travailler autrement, comment ils pouvaient changer leur processus pour justement composer avec cette situation, et cette remise en question a permis par la suite de trouver d'autres manières d'être plus efficaces ensemble. Donc, ce en quoi, parce qu'on se souviendra du titre de notre table ronde, télétravail, source d'innovation managériale, oui, non. Source d'innovation à coup sûr, managériale, oui, salariale, oui, donc, parce que ça nous oblige à nous remettre en question tous ensemble. Vous êtes d'accord? Oui, je confirme, ça fait complètement écho. C'est travailler autrement, c'est anticiper les choses, et c'est s'organiser autrement, mais d'un point de vue salarial, mais d'un point de vue du manager aussi, puisqu'il faut qu'il anticipe les moments où tout le monde est là, en fait. Docteur, est-ce que du coup, le fait de mieux anticiper, mieux programmer, mieux organiser, peut-être prendre le temps d'organiser, c'est aussi éviter l'effet un peu lessiveuse que peuvent avoir les entreprises des fois, parce qu'on est dans le tourbillon du moment? Et est-ce que ça peut apporter un peu de sérénité au travail, la fameuse QVT que vous devez suivre, la qualité de vie au travail? Oui, bien sûr, encore faut-il le faire, parce on voit aussi des ingénieurs qui nous disent j'ai pas la maîtrise de mon agenda, on me colle des réunions Teams ou Zoom, enfin, j'ai rien contre Microsoft, j'utilise Teams et c'est très bien. Mais, donc, on met le créneau pilote et j'ai pas le temps d'aller pisser entre deux réunions, quoi. Enfin, donc, voilà, Donc, il faut pouvoir verrouiller son agenda, on peut le faire ça, Nadine? Alors, on peut, mais on peut faire mieux, effectivement, et je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai fait, ce qu'on fait tous chez Microsoft, on a programmé Outlook pour que toutes les réunions commencent à 5 au lieu de commencer à 0. Donc, au lieu qu'elles commencent à 15 heures, elles commenceront à 15h05. Et donc, systématiquement, au moins sur les réunions internes, on a ces 5 minutes de battement pour aller aux toilettes, pour s'étirer, pour juste se laver. Vous voyez, vous avez la réponse. Mais il faut que ça soit, je pense que je suis d'accord avec tout ce qui est dit, c'est de l'hygiène qu'on aurait pu avoir avant, parce qu'on n'a pas redécouvert quelque chose. Et cette innovation, en fait, elle a été poussée, elle met en plus en avant euh, des habitudes défaillantes qui n'étaient pas très importantes avant et qu'on voit aujourd'hui de plus en plus se programmer. Parce qu'avant, ces habitudes aussi étaient hyper importantes, sauf que voilà, elles n'étaient pas aussi impactantes dans notre vie de tous les jours. Docteur? Je crois que un des écueils pour les futurs accords de télétravail, c'est le risque que le télétravail devienne un droit. Et que donc lui, là, on a droit à 2 jours de télétravail, mais c'est pourquoi faire? Et donc c'est vraiment la question de... il y a des tâches télétravaillables, il y a des tâches qui ne le sont pas, et c'est aussi le boulot du manager, je pense, de discuter avec ses équipes et de dire, toi, tu auras peut-être droit à 1 jour et demi, et toi, à 2 jours et demi, parce que le contenu de ta tâche le justifie. Avec des problèmes de sentiment d'injustice peut-être à traiter au sein des équipes. Enfin voilà, donc des difficultés de ce type-là à surmonter, mais je pense que c'est vraiment un message important à faire passer. Stéphanie le manager a son rôle dans l'organisation du télétravail et dans le choix du salarié de vouloir le faire. Le manager doit aussi, lui, pouvoir dire si oui, son collaborateur peut le faire par rapport aux tâches, par rapport à son autonomie. Donc le manager doit être partie prenante et doit organiser
le travail de son équipe en fonction d'eux aussi. Est-ce que ça peut créer du coup deux populations dans certains services, ceux qui peuvent, qui ont droit 2 jours, d'autres 1, et peut-être parfois des frictions Aujourd'hui, non, on ne l'a pas vécu. Vous l'avez pas vécu. On n'est pas encore peut-être assez poussé dans le mode hybride encore. Mais sur le premier accord télétravail, donc bon, on avait beaucoup moins de monde. Hein. Je crois qu'on avait 300 ou 400 collaborateurs qui étaient en télétravail. Le manager, c'était quelque part lui qui validait si oui ou non la personne pouvait être en télétravail. Voilà. Il y en avait peut-être qui l'avaient demandé, qui ont eu droit à 2 jours, d'autres qu'un. Mais j'ai pas eu. Aujourd'hui, j'ai pas d'exemple négatif. Stéphane May, vous craignez qu'il y ait deux populations, ceux qui peuvent télétravailler un peu à la demande et puis d'autres qui sont interdits parce que quand on est sur une ligne de production, il faut bien... Exactement ça. Et là, l'équité qui est revenue à plusieurs reprises est extrêmement importante. On est une entreprise industrielle, mais aussi une entreprise R&D. Sur notre site à Toulouse, on a 1000 ingénieurs qui peuvent télétravailler, sauf quand ils sont en réunion parce qu'ils veulent réunir résoudre un problème ensemble. Mais en principe, c'est une population qui, dans l'immense majorité, peut parfaitement bien télétravailler. Les gens qui sont sur site, donc sur les lignes de production, ne le peuvent pas. Ils sont dans une organisation 3-8. Et donc, on a clairement eu cette remarque. On l'a discuté, je pense que c'est pareil pour nous tous, avec les partenaires sociaux, puisque on veut à tout prix éviter cette impression qui pourrait se dégager d'un déclassement des uns au profit des autres. Et comment on y arrive alors ? C'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'écoute par rapport aux gens qui sont présents. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé avec les équipes relations humaines qui se sont déplacées en production, qui sont beaucoup plus venues la nuit, tout simplement parler avec les gens, qui sont venus le week-end pour écouter, pour comprendre comment était le mindset des gens. Et après, parce que là aussi, c'est souvent les petites attentions qui peuvent faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait au plus fort de la crise, là, au mois d'avril, on était tous encore en train de s'inventer. C'était Pâques. Et donc, on s'est dit, allez, ceux qui sont sur site et qui font avancer nos produits, ils ont tous un petit présent en chocolat, parce que c'est donc, il y a un peu une prime à celui qui est sur site. Une prime, c'était pas une prime, c'est symbolique et c'était absolument. Voilà. Et ça, on l'a reconduit plusieurs fois et c'est très apprécié parce que c'est tout simplement le signe. Je sais ce que tu fais et tu comptes pour nous. Ah oui. C'est tellement important. Nadine, vous vouliez réagir ? Oui, j'allais prendre un contre-exemple à ça, puisque effectivement, certaines fonctions nécessitent une présence sur site et du coup le vivent comme peut-être un fardeau. Sur des fonctions qui sont télétravaillables, on voit aussi, et nous c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'hybride chez nos clients, certaines personnes, et vous parliez d'équité Stéphane, mais certaines personnes qui justement ont besoin d'être sur site, même si leur position est télétravaillable. Je pense notamment peut-être à des personnes plus juniors qui ne sont pas dans des conditions optimales pour travailler chez eux parce qu'ils vivent dans une grande métropole, dans un petit studio, et du coup, ils ne sont pas dans des conditions, et justement, eux, c'est-à-dire on parle du télétravail comme un droit, certaines personnes ne veulent pas télétravailler et n'ont pas l'accès justement à aller sur site. Et je pense que vous parliez d'équité, je pense que cette équité, elle peut aussi se traduire par de la flexibilité. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de
voilà, des outils qui nous ont permis d'être beaucoup plus flexibles dans nos quotidiens. Et cette flexibilité nous permet de personnaliser la manière dont on veut travailler. Et je pense qu'il faut être aussi à l'écoute des conditions de chacun, et je pense que l'écoute et l'empathie sont les mots-clés là-dessus, hein, de comprendre dans quelle situation les personnes travaillent et de voir comment, avec la flexibilité, c'est pour ça que ça reste encore, les outils restent un moyen, mais il reste un bon moyen, de voir quels sont les aménagements, que ce soit en termes matériels ou d'outils, pour leur permettre de travailler dans les conditions les plus favorables en fonction voilà, de leur historique et de leur histoire. Stéphanie, est-ce que l'empathie, vous le mettez dans la boîte à outils de vos managers, avoir un peu plus d'empathie que d'ordinaire, hein? Oui, l'empathie, oui, ça fait partie de la boîte à outils du manager. C'est prendre en compte, c'est l'écoute, c'est prendre en compte aussi la situation de chacun. Donc oui, je rebondis sur ce que disait, mais enfin voilà, tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir télétravailler, hein. Donc nous, au moment de passage Covid, télétravail, on avait des apprentis. Les apprentis, ils sont dans 20 mètres carrés. Alors certes, oui, ils ont un ordinateur, mais passer toute la journée dans 20 mètres carrés, c'est pas évident non plus, parce que ils sortent pas. Et on a vite fait le tour de l'appartement. Après, il y a ceux qui vivent dans des appartements avec des enfants, qui n'ont pas forcément un bureau pour pouvoir télétravailler. Donc tout ça, il faut qu'on soit à l'écoute de ça aussi. Et la personne qui dit, moi, il faut que je revienne sur site parce que chez moi, c'est pas possible, il faut qu'elle revienne sur site et il ne faut pas qu'on l'oblige à rester en télétravail non plus. Et nous, sur la période Covid, on va dire, sur les 2 premiers mois, avril-mai, là, c'était zéro personne sur site, sauf ceux qui étaient en zone blanche ou sur des métiers pas télétravaillables. Mais à partir de mi-mai, quand on a commencé à déconfiner, ceux qui ne voulaient plus télétravailler parce que des conditions matérielles qui étaient pas bonnes ou qui se sentaient isolés ou pas en autonomie complète parce que alternants, nouveaux entrants, on les a fait revenir sur site. Alors, on va bientôt clôturer, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous y réfléchissez, et puis on vous passe un micro. Nadine, une question, Stéphanie nous disait qu'il fallait être davantage à l'écoute des collaborateurs, évidemment, pour prendre un peu la température. Vous avez été, vous, chez Microsoft, à l'écoute, puisque vous avez travaillé sur la fatigue visuelle, parce que vous vous êtes rendu compte qu'à être sur Teams toute la journée, ça fatiguait, et vous avez inventé une fonctionnalité je ne connaissais pas, mais elle est redoutablement efficace. Alors, on en a donc plusieurs, mais effectivement, on discutait mine de rien, avec énormément de personnes qui sont venues sur Teams de manière exponentielle. On a récupéré pas mal de données et on s'est vraiment rendu compte que ce qui fatiguait en fait l'œil, c'était de passer, vous savez, sur ces différentes vignettes et que l'œil passe d'une personne à une autre sans arrêt. Et du coup, qu'on ait cette fatigue parce qu'on essaye de détacher, et vous me voyez là sur un écran, mais vous essayez de détacher en fait ma personne du fond. Et du coup, donc la première chose à faire, c'est effectivement flouter son arrière-plan parce que vous me voyez mieux. Et c'est pas juste une question de données perso. Mais la deuxième qu'on a mis, c'est ce qu'on appelle un mode ensemble qui vous permet en fait de découper un petit peu toutes les personnes de leurs vignettes et de les remettre à l'intérieur d'un grand amphi. Donc, au-delà du côté un peu fun, ça vous permet d'un seul coup d'œil, non seulement d'avoir toutes les personnes qui sont de manière virtuelle dans une même salle, mais aussi vous arrivez à mieux capter les signaux faibles et la gestuelle corporelle pour pouvoir mieux les comprendre. Et en fait, ça réduit vraiment beaucoup plus la fatigue visuelle. Et voilà, et du coup, c'est plus agréable en fait de passer un petit peu plus de temps devant l'ordinateur. Bon, super innovation managériale, c'en est une. Elle est technique, mais elle devient managériale. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? Non. Ah si, madame. Alors attendez, je vous apporte un micro, ça sera plus simple. Bonjour. Je représente un cabinet de conseil RH et recrutement et je suis tous les jours confrontée à la pénurie de candidats, et notamment sur des profils d'expertise et des profils pointus qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Est-ce que vous imaginez demain d'avoir des collaborateurs qui seraient dans d'autres pays sur des expertises justement, et de pouvoir imaginer de travailler du coup de fait à 100% télétravail avec eux parce qu'ils ne sont pas là physiquement, mais ce qui représenterait pour vous une réponse aux problématiques de recrutement. Voilà.
je vais me lancer, je vous laisse complémenter. Je ne suis pas sûr si on peut parler d'envisager. Je pense que ça sera notre réalité de demain, parce qu'on confirme, hein, on n'a pas assez de candidats pour les postes que l'on a ouverts. Il faudra bien entendu bien peser je dirais pas les contraintes, mais les règles qui s'appliquent, dans la mesure où quelqu'un qui travaille, allez, on va dire Afrique du Sud, c'est dans la même zone temporelle que Paris, mais voilà, c'est quand même à l'autre bout de la planète, avec un modèle social qui est complètement différent, probablement, je le connais pas par cœur ou de manière détaillée, mais à coup sûr, ça doit être différent de la France. Donc il faut quand même bien peser le pour et le contre de ces questions-là, mais probablement le besoin d'avoir suffisamment de ressources formées à une expertise particulière va nécessiter qu'on pense notre village global. Juste pour complémenter, on a eu des demandes de collaborateurs qui se disaient, bon, au fond, je suis sur Toulouse ou en Île-de-France, sur un autre site de Continental, et en fait, je suis originaire de Bretagne. Est-ce que je peux travailler de chez moi? Là, c'est comparativement facilement possible dans la mesure où on reste dans dans un contexte de droit social qui le permet. Quand cette même personne, on a eu 2 cas, une personne d'origine brésilienne qui disait une fois tous les 2 mois, je veux revenir chez moi au Brésil. Ça commence à être compliqué d'un point de vue droit social. Donc ces questions-là seront absolument clés pour la fonction RH demain, et je suis curieux de ce que va nous dire Stéphanie là-dessus. Très bonne question. Alors très sincèrement, on ne s'est pas du tout projeté sur ce type de recrutement. Après, je vais rejoindre. C'est vrai que c'est pas le même droit social, donc je pense avant d'aller vers du recrutement dans d'autres pays, c'est peut-être c'est anticiper toutes les questions qu'il peut y avoir sur le droit social. Puis on n'est pas tous sur les mêmes fuseaux horaires non plus, et tout ça doit, je pense, s'anticiper avant de partir vers ce type de recrutement là. Aujourd'hui, chez nous, c'est pas à l'ordre du jour, hein. C'est pas le sujet. Après, aujourd'hui, non. Sur les data scientists ou des développeurs, effectivement, il y a une forte concurrence, donc il y a des propositions, effectivement, full-time télétravail. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, Monsieur le Président. Merci Gilles. Moi d'abord, je suis impressionné, je vous remercie pour vos prises de parole. Je ne sais pas si Stéphane, vous avez un background RH ou pas. Du tout, non. Pas du tout. Et donc c'est d'autant plus intéressant. Je suis bien accompagné. Intéressant de vous écouter parce que on a tous entendu cette expression churchillienne pendant la crise, il ne faut pas gâcher une bonne crise. Et s'il y a une chose qu'on a apprise peut-être de cette crise, c'est de mettre à profit le télétravail et cesser d'en faire un mythe ou quelque chose d'intouchable pour le rendre possible et se rendre compte que finalement, on pouvait travailler avec, on pouvait avancer, même accompagner notre transformation. Mais on a tendance partout, et surtout en France peut-être dans les innovations, à aller très loin pour revenir un petit peu en arrière après. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une forme d'excès aussi pour plus tard revenir un petit peu vers un équilibre ou vers l'hybride dont parle Nadine chez Microsoft? Est-ce que vous... je dis ça parce que beaucoup d'entrepreneurs qu'on croise sont plutôt vent debout contre le télétravail en fait, ou ont peur du télétravail. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce que vous dites, parce que ça rassure en quelque sorte sur le télétravail. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller trop loin et on n'a pas vraiment parlé en fin de compte de ce lien social, de l'importance de la pause café ou du café du matin autour de la machine? Est-ce que vous croyez quand même, pour reparler d'engagement, que ça demeure quelque chose d'important? Totalement, oui. C'est pour ça, je crois l'avoir dit au début, c'est du moins notre conviction chez Continental, et particulièrement chez Continental en France, d'avoir un modèle hybride avec des moments de présence physique, des moments de travail
à distance, mais quand même ensemble, parce qu'on a tous vécu les réunions Teams où il y avait une partie dans la salle et une autre partie répartie. Ça ne fonctionne pas, on ne s'entend pas. Donc, on s'est dit, on arrête avec ça et on est tous à distance parce que, au moins, ça fonctionne mieux. Pour répondre par la suite à votre question, est-ce qu'on n'a pas tendance par moment à se projeter un peu trop loin, trop vite, pris dans l'engagement et pris dans l'enthousiasme? Probablement, et il faut en avoir conscience, il faut savoir rectifier le tir, personne n'a la science infuse. Ce que nous, chez Continental en France, on s'attache à faire dans notre comité de direction, et là aussi on se veut en quelque sorte exemple, c'est de refuser les compromis, parce qu'elles sont vite prises et elles obèrent ou elles nous empêchent de nous poser 5 fois la question du why, du pourquoi on fait les choses. Et au bout de la 5e fois, vous avez souvent plus tellement de réponses à fournir, et c'est là que vous êtes sur la bonne dynamique. Et par ailleurs, donc, on dit pas de compromis, mais beaucoup de consensus. Le consensus veut dire qu'on prend le temps d'approfondir la question et de faire en sorte que tout le monde soit écouté. On parlait d'écoute justement, et donc le consensus fait en sorte qu'à la fin, on se dit par l'échange, on arrive, et c'est absolument magique, hein, la plupart du temps, vous aurez toujours 2-3 récalcitrants qui seront d'un autre avis, ok, c'est comme ça, mais la majorité quand même converge à la fin de cette discussion, là où au début, souvent ou régulièrement, vous n'êtes pas aussi comment dire, alignés sur l'objectif finalement à atteindre. Donc, pour nous prémunir par rapport à cette tendance ou ce risque que l'on peut avoir d'aller trop loin et de devoir faire marche arrière, consensus, donc s'écouter d'abord et agir après. C'est une belle conclusion. Merci Stéphane, merci Nadine, merci Stéphanie, merci Michel d'avoir nourri cette table ronde que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer parce qu'on a appris plein de choses. Merci à vous pour vos questions. À bientôt. Merci Nadine d'avoir été avec nous à distance.